Mon entreprise s'est effondrée et j'ai perdu ma maison du jour au lendemain. Je me suis rendu chez mon fils, espérant pouvoir rester quelques jours. Il m'a dit, « Papa, ma femme n'est pas à l'aise à l'idée que tu restes ici. » Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma voiture. Le lendemain matin, un majordome m'a appelé. Il m'a dit que son employeur, un milliardaire mourant, avait expressément demandé à me voir avant de signer son testament. Je suis heureux que vous soyez ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin. Et écrivez dans les commentaires la ville depuis laquelle vous regardez pour que je sache jusqu'où mon histoire est arrivée. Je n'aurais jamais imaginé qu'à 62 ans, je me retrouverais assis dans ma voiture, sur le parking d'un McDonald's, à me demander où j'allais dormir cette nuit-là. L'odeur des frites se mélangeait à celle, légèrement humide et vieillissante, de ma vieille Honda. Et malgré tout, j'ai laissé échapper un rire amer. L'ironie était presque insupportable. 3 mois plus tôt, j'avais un bureau au 15e étage d'un immeuble du centre-ville. Une vue panoramique, un nom gravé sur une porte en verre. Aujourd'hui, je comptais les 7,38 $ dans mon portefeuille, en me demandant si cela suffirait pour un café, et peut-être un hamburger. Tout s'est effondré si vite que mon esprit refuse encore d'accepter la réalité. 35 ans à bâtir Hartwell Construction à partir de rien. 35 ans de sacrifices, de nuits sans sommeil, de mains calleuses et de décisions difficiles. Et tout a disparu en quelques semaines. Le procès du projet Morrison a été le coup de grâce. Lorsque les fondations de leurs bâtiments se sont fissurées à cause d'un problème de sol impossible à prévoir, ils se sont retournés contre nous avec une détermination implacable. Mon assurance a trouvé une faille technique pour refuser la couverture. Une simple ligne, enfouie dans un contrat interminable. Et soudain, je me suis retrouvé face à un jugement de 2 millions de dollars. Une somme que je n'avais aucun moyen de payer. J'ai perdu l'entreprise d'abord, puis la maison. La banque ne s'est pas souciée de mes décennies de paiements irréprochables. Les chiffres sur un écran n'ont pas de mémoire, encore moins de compassion. J'ai réussi à récupérer quelques milliers de dollars en vendant mes outils et mon matériel. Mais l'argent disparaît vite quand on doit payer un loyer, l'essence, la nourriture, toutes ces choses que j'avais longtemps considérées comme acquises. C'est ainsi que je me suis retrouvé devant la porte de Michael. Un mardi après-midi, avec une seule valise, et les derniers morceaux de ma fierté. Mon fils vivait dans une magnifique maison coloniale en banlieue. Le genre de maison dont je rêvais quand il était petit. Le genre de maison pour laquelle j'avais travaillé toute ma vie. Sa femme, Sarah, avait des goûts coûteux. Cela se voyait dans chaque détail parfaitement orchestré de leur intérieur. « Papa », Michael a ouvert la porte, l'air surpris, même si je l'avais appelé avant. « Je croyais que tu venais ce week-end. » « Les plans ont changé, » ai-je répondu en m'efforçant de garder une voix stable. « C'est un mauvais moment ?» Avant qu'il ne puisse répondre, Sarah est apparue derrière lui. Je n'ai jamais été son favori. Mais le regard qu'elle m'a lancé ce jour-là était différent. Ce n'était pas seulement du désaccord, c'était quelque chose de plus froid, plus dur, presque du mépris. « Walter » a-t-elle dit. Mon prénom sonnait comme un poids. Michael m'a parlé de votre situation. J'ai changé la valise de main. J'espérais pouvoir rester quelques jours, le temps de me retourner. Je ne dérangerai personne. Sarah a croisé les bras. J'ai vu immédiatement le dos de Michael se raidir. Il avait toujours été un bon garçon. Mais avec le temps, il avait appris à lire les humeurs de sa femme comme on lit un bulletin météo. Le problème, continua-t-elle avec ce ton poli, qui précède toujours une mauvaise nouvelle, c'est que les Henderson viennent ce week-end. Et vous savez à quel point notre chambre d'amis est petite. J'ai regardé Michael, j'attendais qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Nous savions tous les deux que les Henderson habitaient à 20 minutes et n'avaient jamais passé une seule nuit chez eux. Le silence est devenu lourd, presque suffocant. Il y a peut-être un motel dans le coin, a finalement dit Michael, sans me regarder dans les yeux. Quelque chose de temporaire, le temps que tu trouves une solution. J'ai compris que je n'avais plus vraiment de foyer. Mais je ne savais pas encore que le destin s'apprêtait à frapper à ma porte d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Et le lendemain matin, le téléphone a sonné. Debout sur le seuil de leur maison,
J'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'argent ou les maisons. C'était mon fils. Le petit garçon à qui j'avais appris à faire du vélo. Celui que j'avais aidé à faire ses devoirs. Celui pour qui j'avais applaudi à chaque match de baseball. L'homme que j'avais envoyé à l'université, même si cela signifiait m'endetter davantage. Je vois, dis-je doucement. L'expression de Sarah s'adoucit juste assez pour paraître compatissante. Ce n'est pas que nous ne voulons pas t'aider, Walter. C'est simplement une période très difficile pour tout le monde. Michael est tellement stressé par le travail, et moi je dois gérer les problèmes de santé de ma mère. Nous n'avons presque plus la capacité émotionnelle de gérer nos propres soucis. Capacité émotionnelle. Je me suis demandé depuis quand prendre soin de sa famille nécessitait une capacité, comme une connexion Internet, qu'on risquerait de surcharger. Bien sûr, répondis-je. Je comprends. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment la même femme qui m'appelait chaque fois qu'elle avait besoin d'aide pour déplacer des meubles ou garder leur chien pendant les vacances pouvait soudain me considérer comme un poids. Quelques nuits, sur leur canapé, Michael leva enfin les yeux vers moi. Il y a un Hampton Inn pas loin d'ici. Ce n'est pas trop cher. 95$ la nuit. J'ai vérifié sur mon téléphone avant que tu arrives. 3 nuits suffiraient à engloutir presque tout ce qu'il me restait. Ça a l'air parfait, mentis-je. Le visage de Sarah s'illumina aussitôt. Cette expression que prennent les gens quand une situation inconfortable se résout en leur faveur. Et une fois que tu seras installé quelque part de permanent, on serait ravi de t'inviter à dîner. Peut-être le mois prochain. Le mois prochain, quand ma présence ne serait plus qu'un inconvénient limité à quelques heures et un repas fait maison. Je serrai Michael dans mes bras. Pendant une fraction de seconde, il me retint un peu plus longtemps que d'habitude. J'ai vraiment cru qu'il allait changer d'avis, qu'il allait m'inviter à entrer, dire à Sarah que son père avait besoin d'aide, et que c'était tout ce qui comptait. Mais il me tapota simplement le dos. « Prends soin de toi, papa. » En marchant vers ma voiture, j'entendis la porte d'entrée se refermer, avec un clic discret. Un son doux, mais définitif. Je restai assis quelques minutes dans leur allée, observant la maison. La pelouse était parfaitement taillée. Les parterres de fleurs disposés avec une précision digne d'un magazine. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir Sarah se déplacer, probablement déjà en train d'oublier que j'étais venu. Complet. Le Holiday Inn Express aussi. Et les 2 motels économiques que j'essayais ensuite n'avaient plus de chambre non plus. Apparemment, une conférence se tenait en ville. Tout était réservé. À 20h, je me retrouvais garé derrière un diner ouvert 24h24. Essayant de comprendre comment dormir dans une Honda Civic sans avoir l'air d'un sans-abri. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais passé toute ma carrière à construire des maisons pour les autres. Et je n'avais désormais plus d'endroit où dormir. C'est alors que mon téléphone sonna. Le numéro affiché m'était inconnu. Après la journée que je venais de vivre, une partie de moi voulait laisser l'appel basculer sur la messagerie. Mais le désespoir vous pousse à répondre à des appels que vous auriez ignorés en temps normal. Walter Hartwell? La voix était formelle, précise, avec une légère pointe d'accent que je ne parvenais pas à identifier. Oui, c'est moi. Je m'appelle Edmund Blackwood. J'appelle au nom de mon employeur, Monsieur Harrison Blackwell. Il souhaiterait vous rencontrer demain matin, si vous êtes disponible. Je me redressai sur le siège conducteur, tentant de trouver une position confortable contre la sellerie usée de la Honda. Pardon, qui? Harrison Blackwell, répéta Edmund avec patience. Il a expressément demandé à vous voir demain à 10h. C'est, je le crains, assez urgent. Ce nom ne m'évoquait rien. En 35 ans dans le bâtiment, on rencontre énormément de monde. Mais Harrison Blackwell ne faisait pas partie de cette liste. Sonnait aucune cloche dans ma mémoire. Un frisson subtil me parcourut. Je crois que vous faites erreur. Vous n'avez peut-être pas le bon Walter Hartwell, dis-je lentement. Et pendant quelques secondes, le silence au bout du fil sembla chargé de quelque chose d'indéfinissable. Comme si, sans le savoir, ma vie s'apprêtait à basculer une nouvelle fois. Je ne connaissais personne portant ce nom. Un silence s'installa,
puis le bruit de papier qui s'agitait. Walter James Hartwell, né le 15 mars 1962, ancien propriétaire de Hartwell Construction. Mon estomac se serra. Comment pouvait-il connaître mes affaires? Monsieur Blackwell tient absolument à vous rencontrer. Il est, disons, en santé fragile, et le temps lui est précieux. Je regardais autour de moi, dans ce parking vide. Il y a quelques heures à peine, mon propre fils m'avait repoussé. Et maintenant, un parfait inconnu me demandait un rendez-vous, comme si j'étais quelqu'un d'important. Que voulait-il? Je crains de ne pas pouvoir entrer dans les détails au téléphone, mais je peux vous assurer que M. Blackwell est prêt à vous dédommager pour votre temps. 500 $ pour une heure vous conviendrait-il? 500 $, plus que ce que j'avais vu depuis des semaines. Je pensais à mes 7,38 $, à mes nuits passées dans ma voiture, au regard de Sarah quand elle m'avait suggéré un motel. Ou, le domaine Blackwell, je peux vous envoyer l'adresse. Disons 10 heures, j'y serai. Après avoir raccroché, je restais un long moment à fixer l'écran de mon téléphone. Toute la conversation semblait irréelle, comme un rêve d'un autre monde. Des inconnus fortunés n'appelaient pas des entrepreneurs en faillite pour leur offrir de l'argent contre une simple rencontre. Et pourtant, il y a une semaine à peine, je n'aurais jamais cru dormir dans ma voiture. Quelques minutes plus tard, l'adresse arriva 37 Elmridge Drive. Je la rentrai dans mon GPS, Millbrook Heights, là où les maisons commencent à 2 millions de $, et ne s'arrêtent jamais. J'essayais de dormir cette nuit-là, mais les sièges de ma Honda n'étaient pas faits pour quelqu'un de ma taille. Chaque fois que je sombrais, une voiture entrait dans le parking du diner, ses phares balayant mon pare-brise. Je passais la nuit à fixer le plafond, me demandant quel genre d'homme pouvait payer 500 $ pour une heure avec un inconnu. Au matin, j'étais raide, fatigué et plus que nerveux. Je me nettoyais comme je pus dans les toilettes du diner, peignant mes cheveux gris du bout des doigts et éclaboussant mon visage d'eau froide. L'homme dans le miroir semblait plus vieux que 62 ans, usé par des mois de stress et une nuit dans une voiture. Le domaine Blackwell dépassait toutes mes attentes. Rien que les grilles de l'entrée valaient probablement plus que la plupart des voitures. Imposantes, électroniques, ornées de motifs d'abeilles dans le fer forgé. Une voix sortit de l'interphone, avant même que je puisse me présenter. « Monsieur Hartwell, veuillez vous diriger vers la maison principale. » Allant plus loin, l'allée serpentait à travers ce qui ressemblait à un parc entretenu par des professionnels. D'anciens chênes bordaient le chemin, leurs branches formant une voûte au-dessus de ma tête. La maison, lorsqu'elle se dévoila enfin, n'était pas simplement grande. Elle était magnifique. Architecture coloniale avec des touches modernes, probablement 2000 mètres carrés, sur un terrain qui semblait s'étendre à l'infini. Je garai ma Honda entre une Mercedes et une BMW, me sentant comme si j'avais apporté un skateboard à un salon de voiture. Edmund Blackwood m'accueillit à la porte. Il correspondait parfaitement à ce que j'avais imaginé. Grand, mince, impeccablement habillé dans un costume sombre qui devait coûter plus cher que ma voiture. Ses cheveux gris étaient parfaitement coiffés et sa poignée de main ferme mais brève. « Monsieur Hartwell, merci d'être venu. Monsieur Blackwell vous attend dans son bureau. » Il me guida à travers des pièces dignes d'un musée. Des tapis persans recouvraient des parquets lustrés comme des miroirs. Des peintures à l'huile dans de lourds cadres ornaient les murs, et chaque meuble semblait avoir été façonné par des mains qui ne se souciaient jamais de l'argent. L'étude était plus petite que les autres pièces, mais étrangement plus impressionnante. Des étagères du sol au plafond, remplies de volumes reliés en cuir, un immense bureau en acajou, et des fenêtres donnant sur des jardins qui devaient probablement nécessiter un personnel à temps plein. Harrison Blackwell était assis derrière le bureau, dans un fauteuil roulant, et je compris immédiatement qu'Edmund n'avait pas exagéré concernant son état de santé. Il était mince à l'extrême, sa peau pâle et fragile, mais ses yeux étaient perçants, attentifs, scrutant chacun de mes gestes avec une intensité presque dérangeante. « Walter Hartwell, dit-il, sa voix étonnamment forte pour son apparence. Veuillez vous asseoir. » Je pris la chaise en face de son bureau.
mes bottes de travail semblant déplacées sur son tapis luxueux. Merci d'être venu, poursuivit-il. J'imagine que vous vous demandez pourquoi je voulais vous voir. La pensée m'avait déjà traversé l'esprit. Il sourit, et pendant un instant, une lueur traversa son expression. Reconnaissance, tristesse. Mais elle disparut trop vite pour que j'en sois certain. Dites-moi, Walter, vous souvenez-vous d'une nuit pluvieuse, il y a 8 ans? Le 23 octobre, pour être exact. Route 12, juste à l'extérieur de Millbrook. Mon sang se glaça. Je n'avais pas pensé à cette nuit depuis des années. J'avais essayé d'oublier, mais soudain j'y étais de nouveau. La pluie frappant le pare-brise, le virage arrivant trop vite, les phares dans la mauvaise voie. Comment savez-vous ça? Balbutiai-je. Harrison Blackwell se pencha légèrement dans son fauteuil, ses mains pâles jointes sur le bureau. Parce que, Walter, j'étais dans l'autre voiture. Ces mots m'atteignirent comme un coup physique. De la chaise, le cœur battant à tout rompre, tandis que cette nuit revenait en détails saisissants. La pluie, le crissement des freins, le bruit atroce du métal contre le métal. J'avais tant essayé d'oublier. Mais certains souvenirs refusent de rester enfouis. C'était vous? Commença-je, avant de m'interrompre. Ma bouche était sèche. Harrison hocha lentement la tête. La BMW qui a traversé la rambarde? Oui, c'était moi. Le 23 octobre, il y a 8 ans. J'étais rentré d'un chantier, épuisé après une journée de 14 heures, à essayer de finir une rénovation de cuisine avant le week-end. La pluie avait commencé au coucher du soleil et ne s'était jamais arrêtée. La route 12 était toujours dangereuse par ce temps, avec ses virages serrés et ses descentes abruptes, mais je l'avais empruntée 1000 fois. Je venais de prendre le virage près de Miller's Creek quand j'aperçus les phares. Ils étaient dans ma voie, fonçant droit sur moi. La BMW dérapait complètement, hors de contrôle. Je n'avais que 2 secondes pour réagir. Vous avez dévié, dit doucement Harrison, observant mon visage. Vous auriez pu rester dans votre voie. L'impact aurait été frontal, mais l'autre conducteur aurait pris la majeure partie des dégâts. Au lieu de cela, vous avez tourné vers la rambarde. Je me souvenais de cette décision, si l'on pouvait vraiment appeler ça une décision. C'était de l'instinct pur. Danger en vue, évite-le. J'ai tiré le volant brusquement vers la droite, envoyant mon coup pris sèche. Camion dans un dérapage qui m'a projeté droit contre la barrière métallique. La rambarde a à peine tenu, mais mon camion était détruit. Vous avez traversé la rambarde, dis-je, la mémoire devenant de plus en plus précise. Directement dans le ruisseau, à 6 mètres de profondeur, confirma Harrison. La voiture est tombée à l'envers dans 30 centimètres d'eau. L'impact vous a assommé. Je fermai les yeux, revivant la scène. Après que mon camion se fut arrêté, j'étais resté là un moment, hébété, vérifiant si quelque chose était cassé. C'est alors que j'entendis le splash en dessous, et que je vis les phares pointer à travers la pluie. Vous êtes descendu, poursuivit Harrison. La berge était boueuse, raide. Vous êtes tombé au moins 2 fois. Quand vous êtes arrivé à ma voiture, elle se remplissait déjà d'eau. Les détails revenaient maintenant, tranchants et clairs. La BMW avait été froissée comme une boîte de conserve. Le côté conducteur en bas dans le ruisseau. L'eau s'engouffrait par les vitres brisées. J'étais resté à l'intérieur, trempé jusqu'à la taille, dans cette eau glaciale d'octobre. La porte était coincée. Murmurai-je. Tu avais brisé la vitre passager avec une pierre. Tu t'es coupé les mains en le faisant. Puis tu m'as tiré à travers l'ouverture. Je me souvenais de cette scène avec une clarté effrayante. Harrison était inconscient, un poids mort, le sang s'écoulant d'une entaille sur son front. Le sortir par cette fenêtre et le hisser sur la berge avait été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Quand je l'ai traîné jusqu'à la route, mon dos hurlait. Mes mains étaient déchirées par le verre brisé. L'ambulance est arrivée. Harrison a murmuré. « Tu as roulé avec moi jusqu'à l'hôpital. Tu es resté jusqu'à ce que ma femme arrive. Le médecin a dit que si j'étais resté dans cette eau encore quelques minutes, il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Tu m'as sauvé la vie, Walter. » Je me suis tortillé sur ma chaise. N'importe qui aurait fait la même chose. Son rire était amer. Vraiment, 3 autres voitures sont passées devant nous avant que tu n'arrives.
3 personnes ont vu mes phares dans le ruisseau et ont continué leur route. Je ne le savais pas. Après cette nuit, j'avais essayé d'oublier. Mon assurance avait pris en charge le camion. Je n'avais eu que quelques coupures et contusions, et j'étais retourné travailler le lundi suivant, comme si rien ne s'était passé. Harrison me regarda, un mélange d'interrogation et de colère dans les yeux. « Pourquoi ne m'as-tu jamais contacté? Après cette nuit, jamais un appel, jamais une visite à l'hôpital. » Je cherchais mes mots. Ce n'était pas mon affaire. Tu étais vivant. C'était tout ce qui comptait. Je pensais que tu avais ta vie à reprendre. Ma propre vie, répéta-t-il, et je sentis une note que je ne pus identifier dans sa voix. Sais-tu ce que je faisais cette nuit-là, Walter? Pourquoi je conduisais sous un temps pareil? Tête. Je fuyais ma femme, mon entreprise, tout. Je venais d'apprendre que ma société allait être enquêtée pour fraude, violation environnementale. Cela aurait pu m'envoyer en prison pour 20 ans. J'étais terrifié, paniqué. Je conduisais vers l'aéroport pour prendre le premier vol hors du pays. La pièce tomba dans un silence pesant, seulement troublé par le tic-tac d'une horloge ancienne sur la cheminée. L'accident a tout changé, continua Harrison. Pendant ma convalescence, mes avocats ont trouvé un moyen de nettoyer le désastre. L'enquête a été abandonnée, les accusations levées. Quand j'ai pu me remettre sur pied, j'avais une seconde chance. Il plongea la main dans le tiroir de son bureau et en sortit un épais dossier en manille. J'ai construit cet empire grâce à cette nuit, Walter, parce que tu m'as donné la chance de réparer les choses. Blackwell Industries vaut aujourd'hui 800 millions de dollars. Je possède des biens immobiliers dans 12 États, des installations de fabrication dans 6 pays. Tout cela existe parce que tu m'as tiré de ce ruisseau. Ma tête tournait. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis tout ça. Harrison ouvrit le dossier et étala plusieurs documents sur son bureau. Parce que je vais mourir, Walter. Cancer du pancréas. Les médecins me donnent 2 mois, peut-être 3. Et avant de partir, je dois régler mes dettes. Il poussa l'un des documents vers moi. Un langage légal que je ne comprenais pas, mais assez pour reconnaître des montants. Astronomiques, avec beaucoup de zéros. C'est mon testament, dit-il. Depuis hier, tu es le seul bénéficiaire de tout mon patrimoine. Je fixais le papier, incapable de trouver mes mots. Quoi? Tout, Walter. La maison, l'entreprise, les investissements, tout est à toi. Je peinais à croire ce que j'entendais. C'est impossible. Tu as une famille, des enfants. Le visage d'Harrison s'assombrit. J'ai un fils qui ne me parle pas depuis 5 ans. Il attend ma mort pour hériter et nourrir son addiction au jeu et les habitudes de shopping de sa 3e femme. Une fille qui m'appelle 2 fois par an, uniquement pour demander de l'argent. Aucun d'eux n'était dans ce ruisseau, il y a 8 ans. Un silence lourd s'abattit sur la pièce, et pour la première fois, je sentis la fragilité de la vie peser sur moi. Je repoussai le document vers lui. Je ne peux pas accepter ça. Tu n'as pas le choix. C'est déjà fait. Les papiers sont déposés. Les avocats ont été payés. Quand je mourrai, tout te reviendra. Mais pourquoi? Je veux dire, j'apprécie le geste, mais que s'est-il passé cette nuit-là? C'était juste de la décence humaine. Ça ne mérite pas tout ça. Harrison s'inclina en arrière dans son fauteuil roulant, ses yeux perçants fixant les miens. Sais-tu ce que tu as fait après m'avoir sorti de cette eau, Walter? Tu m'as donné ta veste. Tu étais trempé, grelottant. Tes mains saignaient, et tu m'as donné ta veste pour me réchauffer. Puis tu es resté avec moi, sous la pluie, jusqu'à ce qu'on vienne nous aider. Tu tenais ma tête pour empêcher l'eau d'entrer dans ma bouche. J'avais oublié cette veste. Tu ne savais même pas qui j'étais. Pour ce que tu savais, j'étais un ivrogne qui aurait presque pu te tuer. Mais tu m'as traité comme si j'avais de la valeur. Comme si ma vie comptait. Et as-tu une idée de la rareté de ce geste? Non, interrompit Harrison avec fermeté. N'importe qui n'aurait pas fait ça. La plupart des gens auraient appelé les secours et seraient partis. Toi, tu es resté. Tu t'es soucié de moi. Et en 30 ans de carrière, à traiter avec des milliers de personnes,
Tu es le seul à m'avoir montré une véritable gentillesse, sans rien attendre en retour. » Il sortit un autre document, plus court, plus simple. « Voici une lettre que je t'ai écrite il y a 3 ans, après mon premier diagnostic de cancer. Je l'ai réécrite des dizaines de fois, mais je n'ai jamais pu l'envoyer. Je pensais toujours avoir plus de temps, que peut-être je trouverais un moyen de te remercier qui ne paraîtrait pas si dramatique. Monsieur Blackwell, je ne peux vraiment pas. Si, tu peux. Et tu le feras à l'autorité d'un homme habitué à ce que ses ordres soient suivis. Que ça te plaise ou non, Walter, tu es sur le point de devenir un homme très riche. » Je restais là, les yeux rivés sur les documents, le cerveau en ébullition. Ce matin, je m'étais réveillé dans ma voiture avec 7 dollars en poche. Et maintenant, cet inconnu me disait que j'allais hériter de centaines de millions de dollars. « Il y a autre chose, » dit Harrison, sa voix plus douce à présent. « Quelque chose que tu dois savoir avant de prendre des décisions pour ta famille. » Il tendit une épaisse chemise que je n'avais pas remarquée, avec mon nom écrit sur l'onglet, d'une écriture soignée. « Je t'ai suivi, Walter. Pas de façon inquiétante, » ajoutait-il en voyant mon expression. « Je voulais juste savoir comment tu allais, si tu étais heureux, si tu réussissais, si tu avais besoin de quelque chose. J'ai engagé un détective privé pour faire des vérifications périodiques. Mon estomac se noie. Quel genre de vérification? Le dernier rapport est arrivé il y a 2 semaines. Je sais tout de ton affaire, du procès, de la perte de ta maison. Je sais que tu es allé voir ton fils pour obtenir de l'aide. » Harrison ouvrit le dossier et sortit plusieurs photographies. Des clichés de surveillance, pris avec un objectif longue distance, moi sur le pas de la porte de Michael, le visage de Sarah à la fenêtre, moi revenant vers ma voiture. Je sais aussi ce qu'ils t'ont dit. Le sang me monta au visage. Comment pouvez-vous savoir ça? Le sourire de Harrison était sombre. L'argent achète beaucoup de choses, Walter, y compris des dispositifs d'écoute très sophistiqués. Mon enquêteur a tout enregistré. Il plongea de nouveau la main dans le dossier et sortit un petit enregistreur numérique. « Veux-tu l'entendre à nouveau? » »« Non, dis-je vite. » Mais Harrison avait déjà appuyé sur « Play ». La voix de Sarah emplit la pièce, claire comme du cristal, trempée de mépris. « Ce n'est pas que nous ne voulons pas aider, Walter. C'est juste que c'est une période tellement difficile pour tout le monde. Michael est tellement stressé par le travail et je dois gérer la santé de ma mère. Nous avons à peine l'énergie émotionnelle pour nous occuper de nos propres problèmes. » Alors, la voix de Michael résonna, faible et pleine de regret. « Peut-être qu'il y a un motel pas loin, quelque chose de temporaire, le temps que tu trouves une solution. » L'entendre une nouvelle fois était pire que de le vivre la première fois. Cette cruauté tranquille, cette absence totale d'empathie. Ce sont les mêmes personnes qui m'avaient appelé quand elles avaient besoin d'aide pour déménager, pour faire garder leur chien, pour co-signer leur premier prêt immobilier. Harrison éteignit l'enregistreur. Il y a encore plus, si tu veux écouter. Des conversations qu'ils avaient eues après ton départ, parlant de leur soulagement que tu n'aies pas insisté davantage, de la crainte qu'ils avaient ressentie pendant des mois à l'idée que tu viendrais demander de l'aide. Je me sentis malade. Pourquoi me montrais-tu ça? Parce que tu dois comprendre qui sont vraiment ces gens avant de prendre des décisions sur ton avenir. Et parce qu'il y a autre chose que tu devrais savoir. Il sortit un autre document, celui-ci, avec le nom de Michael en haut. Ton fils doit 43 000 $ de dette de carte, de crédit. Sa femme a une addiction au shopping qu'il cache depuis des années. Leur prêt immobilier est sous l'eau et ils ont 3 mois de retard sur les paiements. Ma tête tournait. Comment ça su tout ça? Rapport de crédit, relevé bancaire, documents publics. L'argent permet d'acheter beaucoup d'informations. L'expression de Harrison était sombre. Ils sont en train de faire face à une saisie, Walter. Dans 6 mois, ils perdront leur maison. Mais Michael disait que son entreprise allait bien. Il a eu une promotion l'année dernière. Oui, mais cette promotion a augmenté son salaire de 8 000 $ par an. Pendant ce temps, les dépenses de Sarah ont augmenté de 30 000 $ la même année. Harrison me montra un tableau rempli de chiffres.
Elle dépense plus en vêtements en un mois que la plupart des gens ne gagnent en une année. Je fixais ces papiers, incapable de comprendre ce que je voyais. Ils sont fauchés. Pire, ils se noient, et ils le savent. Alors pourquoi ne m'aideraient-ils pas, s'ils comprenaient ce que c'est de se battre pour survivre? Harrison eut un rire amer. Parce qu'admettre leurs problèmes financiers aurait signifié reconnaître que Sarah avait tort, et Sarah n'a jamais tort. Il était plus facile de te peindre comme l'irresponsable, le père qui aurait dû mieux planifier. La pièce semblait se refermer sur moi. Tout ce que je croyais savoir sur la vie de mon fils était un mensonge. La belle maison, les voitures luxueuses, la vie parfaite en banlieue. Tout reposait sur la dette et le déni. Il y a encore plus, murmura Harrison. Des conversations entre ton fils et sa femme à propos de toi, de ta situation financière. Il appuya de nouveau sur l'enregistreur. Il s'attend probablement à ce qu'on le sauve, disait la voix de Sarah. Après tout, c'est le rôle des parents, non? Nettoyer les dégâts de leurs enfants. Papa n'est pas mon enfant, répondit Michael, mais sa voix tremblait. C'est presque pareil, il a toujours été imprudent. Qui commence une entreprise de construction sans prévoir les crises économiques? C'est comme s'il n'avait jamais appris à devenir un vrai adulte. On pourrait peut-être lui donner un petit prêt. Avec quel argent, Michael? Nous arrivons à peine à couvrir nos propres dépenses. Et puis il a fait ses choix. Il avait 35 ans pour économiser pour sa retraite, pour se créer un filet de sécurité. Ce n'est pas notre faute s'il ne l'a pas fait. Mais c'est mon père, et je suis ta femme. Ta priorité, c'est moi et nos futurs enfants, pas ce vieil homme incapable de gérer sa vie. L'enregistrement s'arrêta. Je restais là, silencieux, le cœur comme frappé. Futurs enfants. Il parlait d'avoir des enfants tout en discutant de moi comme d'un fardeau trop lourd à supporter. Depuis combien de temps as-tu ça? Demanda-je. L'enregistrement? 2 jours. Mon enquêteur me l'a envoyé juste après que ça s'est produit. Harrison se pencha dans son fauteuil roulant. Walter, écoute bien. Ton fils n'a pas refusé de t'aider parce qu'il ne le pouvait pas. Il a refusé parce qu'elle le lui a dit. Et il a choisi son avis plutôt que ton bien-être. Je pensais à Michael, petit garçon, le suivant sur les chantiers avec son petit casque que je lui avais acheté. Comment il rayonnait de fierté quand je lui apprenais à utiliser un niveau à bulles. Comment il appelait mon travail « construire des rêves ». Quand cette admiration s'est-elle transformée en ressentiment? Elle travaille sur lui depuis des années, continua Harrison, comme s'il lisait dans mes pensées. J'ai des enregistrements qui remontent à 8 mois sur le fait que vous êtes trop dépendant, trop émotif, que les hommes qui réussissent ne laissent jamais les drames familiaux interférer avec leurs objectifs. Il m'appelait tous les dimanches, murmura-je. Quand cela a-t-il cessé? Harrison consulta son dossier. Il y a 14 mois, juste au moment où Sarah a commencé sa campagne pour aider Michael à établir des limites saines avec les membres toxiques de sa famille. Toxique? Ma propre famille me considérait comme toxique. Très efficace, dit Harrison. Manipulation, subtile, graduelle. Elle n'a jamais dit directement qu'il ne devait pas vous aider. Elle l'a juste fait se sentir coupable, de vouloir le faire. Lui a fait croire que s'inquiéter pour son père était un signe de faiblesse. J'enfouis mon visage dans mes mains. 35 ans à être un bon père, à mettre les besoins de Michael avant les miens, à travailler des heures supplémentaires pour payer ses études, son mariage, l'acompte de son premier appartement. Tout cela effacé par une femme qui me voyait comme une menace pour la loyauté de son mari. « Pourquoi me dites-vous tout ça ?» demanda-je. « Je veux dire, j'apprécie l'argent, le testament, mais pourquoi cette enquête? Pourquoi fouiller dans les secrets de ma famille ?» Harrison resta silencieux un long moment. « Parce qu'il y a 8 ans, vous m'avez montré ce qu'était le vrai caractère. Vous avez risqué votre vie pour un parfait inconnu, sans jamais rien demander en retour. Ces années à vous observer. Et je n'ai jamais vu votre caractère faiblir, pas une seule fois. » Il fit un geste vers l'enregistreur. « Mais je voulais aussi que vous compreniez à quoi vous êtes confrontés, parce que ce qui va se passer ensuite va mettre à l'épreuve toutes vos relations. Que voulez-vous dire? Quand je mourrai, ce qui sera très bientôt, et que ce testament deviendra public,
Votre famille va soudainement s'intéresser à la réconciliation. Ils viendront vers vous avec des larmes dans les yeux, parleront de leurs regrets, de leurs erreurs, de l'amour qu'ils vous portent. Un frisson parcourut mon échine. Sarah ira probablement jusqu'à prétendre que son comportement était causé par le stress, l'inquiétude pour la carrière de Michael. Elle se présentera comme la victime de circonstances hors de son contrôle. Et Michael restera là, hochant la tête, croyant chaque mot. Vous pensez qu'ils essaieront de récupérer l'argent? Je ne le pense pas, Walter. Je le sais. J'ai vu cela auparavant. L'argent change tout. Et soudain, tous ceux qui vous entourent se souviendront combien ils tiennent à vous. Harrison sortit un autre document. Celui-ci était scellé dans une enveloppe à mon nom. C'est une lettre que je veux que vous lisiez après ma mort. Elle contient des informations supplémentaires sur votre famille, des choses que j'ai découvertes et qui vous aideront à prendre des décisions éclairées pour votre avenir. Quel genre de choses? Des choses qui vous montreront très clairement à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas. Son expression était triste. Je suis désolé, Walter. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez entendre, mais vous méritez de connaître la vérité avant de faire des choix. Je pris l'enveloppe, remarquant son poids dans mes mains. Combien de temps il me reste? Quelques jours, peut-être une semaine. Les médecins ne sont pas sûrs. Harrison sourit. Et pour la première fois depuis mon arrivée, ce sourire avait l'air sincère. Mais je n'ai pas peur. J'ai fait la paix avec tout, réglé mes dettes, y compris celles que je vous devais. Vous ne me devez rien. Moi, je vous dois tout. Sa voix était ferme. Et maintenant, vous aurez les ressources pour construire la vie que vous voulez, sans dépendre de ceux qui vous considèrent comme un fardeau. En quittant le domaine Blackwell, cet après-midi-là, je passais devant la maison de mon fils. La voiture de Michael était dans l'allée. Je le vis à travers la fenêtre du salon, probablement en train de se préparer pour le dîner. Une soirée normale, dans ce qui semblait être une vie normale. Mais je savais que rien n'allait rester normal bien longtemps. Mais maintenant, je connaissais enfin la vérité derrière cette façade parfaite. La dette, les mensonges, la cruauté ordinaire, et bientôt je devrais décider quoi faire de cette connaissance. L'enveloppe de Harrison pesait lourd dans la poche de ma veste, remplie de secrets que je n'étais même pas sûr de vouloir connaître. Pourtant, en conduisant vers le motel que je pouvais enfin m'offrir, une pensée étrange me traversa pour la première fois depuis des mois. Je n'avais plus peur de demain. J'étais en colère, et contre toute attente, ça faisait un bien fou. Harrison Blackwell mourut un mardi matin, exactement 5 jours après notre rencontre. J'ai reçu l'appel d'Edmund alors que je prenais mon petit déjeuner au diner où je mangeais presque tous mes repas. La cérémonie sera privée, dit-il, juste la famille proche. Je n'étais pas invité, et cela me convenait parfaitement. J'avais déjà dit mes adieux. La lecture du testament était prévue pour le vendredi suivant. Edmund avait insisté pour que j'y assiste, même si je savais déjà ce qu'il contenait. Il y a des documents supplémentaires que M. Blackwell voulait distribuer, précisa-t-il, des choses qui ne pouvaient pas passer par les canaux légaux habituels. Ces quelques jours qui suivirent furent un étrange mélange de doute et d'attente. J'étais passé de la voiture au motel, mais je n'osais prendre aucun plan sérieux. Une partie de moi refusait de croire que tout cela était réel. Peut-être que Harrison avait changé d'avis à la dernière minute. Peut-être que sa famille contesterait le testament. Peut-être que demain, je me réveillerais pour découvrir que tout n'avait été qu'une erreur monumentale. Puis, vendredi matin, Edmund appela pour confirmer le rendez-vous. Les bureaux de Peyton Hayes Associés occupaient 3 étages d'un immeuble du centre-ville qui respirait la richesse ancienne. Ces lieux où les meubles sont plus vieux que la plupart des habitants et où la secrétaire parle à voix basse avec un respect presque religieux. Je suis arrivé 15 minutes en avance, portant le seul costume correct que je possédais. Il avait 5 ans, ne m'allait plus parfaitement, mais était propre et repassé. La réceptionniste m'indiqua une salle de conférence au 20e étage. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue sur la ville qui valait probablement plus au mètre carré que l'appartement de la plupart des gens. Je n'étais pas seul. Le fils de Harrison, Richard,
était assis à une extrémité de la massive table en acajou, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Il paraissait plus jeune que prévu, peut-être 35 ans, avec les yeux perçants de son père, mais sans ses traits présents. Son costume valait probablement plus que ma voiture, et sa montre reflétait la lumière d'une manière qui disait clairement « argent sérieux ». Sa sœur, Amanda, était assise en face de lui, regardant son téléphone avec l'ennui typique de quelqu'un qui considère cette procédure comme une perte de temps. Elle était belle, de cette beauté que l'argent permet, cheveux parfaits, maquillage impeccable, vêtements taillés, comme si chaque pièce avait été créée pour son corps. Aucun des deux ne m'adressa un regard en entrant dans la pièce. L'avocat, James Piton, semblait tout droit sorti d'un casting pour le rôle parfait. Gris, allure distinguée, costume coûteux, voix grave et mesurée qui trahissait des générations d'éducation prestigieuse. Il étala plusieurs dossiers sur la table et clearing à sa gorge. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la lecture du testament de Harrison Maxwell Blackwell, commença-t-il, sur un ton formel et impersonnel. Comme vous le savez tous, M. Blackwell a apporté des changements significatifs à sa planification successorale dans les semaines précédant sa mort. Richard se pencha en avant. Combien de changements? Péton consulta ses notes. Le testament précédent, datant d'il y a 3 ans, laissait la majeure partie de la succession répartie équitablement entre ses 2 enfants. Le Nouveau Testament, rédigé il y a 2 semaines, annule entièrement le document précédent. Amanda leva les yeux de son téléphone pour la première fois. Annulé totalement? Oui, Madame Blackwell, dit Péton. Le Nouveau Testament contient des dispositions très différentes. Il ouvrit le premier dossier et commença à lire avec ce ton juridique mesuré qui réussissait à vider de toute émotion, même les déclarations les plus choquantes. À mon fils Richard, qui a passé les 5 dernières années à attendre ma mort pour hériter d'assez d'argent afin de couvrir ses dettes de jeu et les dépenses de sa femme, je laisse la somme de $100 000. Cela devrait suffire à financer des programmes de réhabilitation s'il décidait de lutter contre ses addictions. Le visage de Richard devint livide. Qu'est-ce que ça veut dire? Péton continua de lire sans s'interrompre. À ma fille Amanda, qui m'a appelé exactement 16 fois au cours des 5 dernières années, chaque fois pour demander de l'argent pour diverses dépenses personnelles, je laisse la somme de $100 000. Peut-être que cela suffira à acheter assez de sacs de créateurs pour combler le vide que les possessions matérielles n'ont manifestement jamais rempli. Amanda se leva d'un bond. C'est complètement fou, il ne peut pas faire ça. Je vous assure, mademoiselle Blackwell, votre père était sain d'esprit lorsqu'il a rédigé ce document. Des évaluations médicales confirment sa compétence mentale. Alors, qui reçoit tout le reste? Demanda Richard. Péton se tourna vers moi. Le reste de la succession de M. Harrison Blackwell, évalué à environ 786 millions de dollars, comprenant toutes ses entreprises, biens immobiliers, investissements et effets personnels, est laissé à Walter James Hartwell. Le silence qui suivit fut si profond que je pouvais entendre la climatisation bourdonnant dans les conduits. Richard et Amanda me regardèrent comme si j'étais apparu de nulle part. « Qui diable est Walter Hartwell ?» demanda enfin Amanda. Péton consulta de nouveau ses notes. Selon les documents fournis par votre père, M. Hartwell lui a sauvé la vie il y a 8 ans dans un accident de voiture. Le testament précise que M. Hartwell est la seule personne qui lui ait montré une véritable bonté, sans rien attendre en retour. Richard grinça en reculant. C'est complètement fou. Notre père laisse près de 800 millions à un parfait inconnu pour un accident de voiture. Pas un inconnu, dis-je calmement. C'était la première fois que je parlais depuis mon entrée dans la pièce. Je l'ai sorti d'un ruisseau après que sa voiture ait traversé la rambarde. Il se serait noyé si je n'avais pas été là. Amanda se tourna vers moi, furieuse. Et alors, tu as fait ce que n'importe quelle personne décente aurait fait. Et maintenant tu penses mériter notre héritage? Je n'ai rien demandé, dis-je. Je ne connaissais même pas votre père jusqu'à il y a 1 semaine. Richard éclata. Personne ne donne ce genre d'argent à un inconnu. Quel est ton plan? Comment l'as-tu manipulé?
Avant que je puisse répondre, peut-on tout ça à nouveau? Il y a d'autres documents que votre père m'a demandé de distribuer. Il me tendit une enveloppe scellée à mon nom, puis fit de même pour Richard et Amanda. Il demanda que ces lettres soient ouvertes et lues à haute voix en présence de tous. Mon enveloppe contenait une seule feuille à l'entête de Harrison. L'écriture était tremblante, mais lisible. Walter, lugé à voix haute. Si tu lis ceci, Richard et Amanda viennent d'apprendre que leurs années d'indifférence et de cupidité les ont finalement rattrapés. Ils te traitent probablement de manipulateur, suggérant que tu as trompé un vieil homme mourant pour changer son testament. Ne les écoute pas. Tu as mérité cet héritage il y a 8 ans, quand tu as risqué ta vie pour un inconnu, et tu l'as prouvé chaque jour depuis, en vivant avec intégrité et bienveillance, des qualités que mes enfants n'ont jamais apprises. Je levai les yeux pour voir mes 2 frères et sœurs me fixer avec une hostilité flagrante. Richard déchira son enveloppe et commença à lire d'une voix tremblante de colère. « À Richard, tes dettes de jeu s'élèvent actuellement à 623 000 $. Tu as emprunté contre ton fonds fiduciaire, pris des avances sur 17 cartes de crédit différentes et falsifié ma signature à 3 reprises pour accéder à des fonds auxquels tu n'avais aucun droit. Le rapport de l'enquêteur privé est joint pour référence. Son visage était maintenant écarlate. Il venait de découvrir qu'on nous avait fait surveiller. Amanda, les mains tremblantes, ouvrit sa propre lettre. À Amanda, au cours des 3 dernières années, tu as dépensé plus de 400 000 $ en vêtements, bijoux et interventions esthétiques, tout en prétendant être un artiste en difficulté. Tu n'as jamais vendu une seule peinture. Tu n'as jamais gardé un emploi plus de 2 mois. Et tu as vécu pendant des années avec l'argent que tu volais dans le compte familial. La documentation est jointe. Elle froissa la lettre dans son poing. C'est du harcèlement. C'est une attaque contre notre réputation. C'est la vérité, dit Peton calmement. Ton père avait été extraordinairement minutieux dans sa documentation. Richard se tourna vers moi, le visage tordu par la colère. C'est toi qui as fait ça? Tu l'as retourné contre nous. Je n'ai rencontré ton père qu'une seule fois avant sa mort, dis-je. La semaine dernière. Alors, comment savait-il? Richard s'interrompit, semblant réaliser que finir sa phrase serait un aveu. Ton père avait engagé des détectives privés, expliqua Peton. Il voulait savoir à qui il allait laisser son argent. Cela incluait l'investigation de ses propres enfants. Amanda pleurait maintenant, mais c'était des larmes de colère, pas de tristesse. C'était notre père. Comment a-t-il pu nous humilier ainsi? Peut-être, dis-je doucement, il espérait que vous le contrediriez. La réunion se poursuivit encore 1 heure, abordant les détails techniques de l'héritage, le transfert des actifs et les procédures légales à suivre. Mais le vrai drame était terminé. Richard et Amanda partirent sans un mot, leurs visages figés dans une expression identique, de rage et d'incrédulité. En sortant pour rejoindre ma voiture, mon téléphone sonna. Le nom de Michael apparut sur l'écran. « Papa, je viens d'entendre. C'est vrai pour Harrison Blackwell? » L'information voyage vite dans une ville de cette taille. Je me demandais qui avait bien pu l'appeler, comment la nouvelle s'était déjà répandue. C'est vrai. Mon Dieu, papa. 700 millions. Je n'arrive même pas je veux dire, c'est incroyable. Il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas de l'excitation exactement, plutôt une forme de calcul, de stratégie. Oui, dis-je, c'est incroyable. Écoute, Sarah et moi, on parlait, et on se sent vraiment mal pour l'autre jour. On était stressés, dépassés, et on a dit des choses qu'on ne pensait pas. On aimerait t'inviter à dîner demain soir, pour célébrer. Eh bien, pour s'excuser. Je restais dans ma voiture devant le cabinet d'avocat, levant les yeux vers l'immeuble où je venais d'hériter plus d'argent que je n'en dépenserais en 10 vies. 24 heures plus tôt, ces mêmes personnes m'avaient dit qu'elles n'avaient pas la force émotionnelle pour aider leur père sans abri. Et maintenant, elles voulaient célébrer. Très généreux, pensais-je. Laissez-moi réfléchir. Bien sûr, prends ton temps. Nous serons là quand tu seras prêt. Après avoir raccroché, je conduisis jusqu'au cimetière où ma femme était enterrée. Margaret était partie depuis 12 ans maintenant. Le cancer l'avait emportée 2 ans seulement avant l'accident qui avait tout changé.
Je m'assis près de sa pierre tombale et lui parlais de Harrison, de l'héritage, du revirement soudain de notre fils. « Que devrais-je faire, Maggie » demanda Géogranit. « Tu as toujours su ce qui était juste. » Le vent fit bruisser les chênes au-dessus de moi, mais il ne répondit pas. Il ne fit que murmurer. Cette nuit-là, j'ouvris l'enveloppe scellée que Harrison m'avait donnée lors de notre rencontre, celle contenant des informations supplémentaires sur ma famille. À l'intérieur, des photos, des relevés bancaires et la transcription d'une conversation entre Michael et Sarah, datant de seulement 3 jours. « Si vraiment il hérite de tout cet argent, disait Sarah sur l'enregistrement, il faut qu'on s'assure d'être de nouveau dans ses bonnes grâces. » Je réfléchissais à comment gérer ça. La réconciliation. On ne peut pas juste faire comme si rien ne s'était passé. Il nous faut une histoire qui explique notre comportement, sans nous faire passer pour des monstres. Quelle histoire? On le protégeait. On savait qu'il était fier et on ne voulait pas qu'il se sente assisté. Alors on l'a encouragé à être indépendant, à résoudre ses propres problèmes. C'était de l'amour dur. Le rire de Michael était creux. Tu crois qu'il gobera ça? Il faudra bien qu'il y croie. Personne ne veut admettre que sa famille ne se soucie pas de lui. On peut donner aux gens une explication qui leur permette de sauver la face, et ils l'acceptent généralement. J'ai éteint l'enregistreur et me suis assis dans l'obscurité de ma chambre de motel, sentant quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. Demain, j'irai dîner chez mon fils, mais pas pour les raisons qu'ils imaginaient. Je suis arrivé chez Michael exactement à 19h, portant une bouteille de vin que j'avais achetée pour l'occasion. Pas un vin cher. J'étais curieux de voir s'il le remarquerait. Sarah a ouvert la porte, portant une robe que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose qui devait probablement valoir plus que ce que je gagnais en une semaine autrefois. Walter. Elle m'a pris dans ses bras comme si nous étions de vieux amis, un peu trop longtemps. Je suis si heureux que tu sois venu. Nous avons tant de choses à nous dire. La maison avait changé, d'une certaine manière. Mieux organisée, comme s'ils avaient passé la journée à se préparer pour un invité important. La table de la salle à manger était dressée avec leur plus belle vaisselle, des bougies scintillant dans des porte-bougies en cristal. Un effort qu'ils n'avaient jamais fait pour les dîners familiaux ordinaires, quand j'étais simplement leur père fauché. Michael apparut depuis la cuisine, un large sourire aux lèvres. « Papa, entre donc, entre. Veux-tu un verre? Nous avons ce scotch que tu aimes. » Je n'avais jamais exprimé de préférence pour un scotch particulier, mais je ne l'ai pas corrigé. « Juste de l'eau pour l'instant, » répondis-je. Sarah me prit le bras et m'entraîna vers le salon. Nous pensions nous asseoir et discuter avant le dîner. Il y a tant de choses à rattraper. Nous nous installâmes dans leurs meubles coûteux, et pendant quelques instants, personne ne parla. Ils se jetaient des regards, une sorte de communication silencieuse que je n'étais pas censé remarquer. Enfin, Michael parla, sa voix soigneusement détachée. « Cette histoire d'héritage, c'est incroyable. »« C'est 700 millions de dollars, » dit Sarah, secouant la tête avec une admiration feinte. « Je n'arrive même pas à imaginer posséder autant d'argent. »« Que comptes-tu en faire ?»« Je n'ai pas encore décidé. » Un autre échange de regards. Sarah se pencha en avant, le visage sérieux. « Walter, avant d'aller plus loin, Michael et moi devons nous excuser pour l'autre jour. Nous avons mal géré la situation. » Nous étions stressés, ajouta rapidement Michael. Ma mère a eu des problèmes de santé et mon travail était insensé. Nous ne pensions pas clairement. Sarah hocha vigoureusement la tête. La vérité, c'est que nous essayions de te protéger. Nous savions combien tu es fier, indépendant. Nous avons pensé que si nous proposions notre aide tout de suite, tu te sentirais comme un objet de charité. C'était de la tough love, dit Michael, utilisant exactement l'expression de l'enregistrement. Nous voulions que tu saches que nous croyons en ta capacité à te relever. Je pris une gorgée d'eau et les observais. Ils avaient l'air si sincères, si préoccupés. Si je n'avais pas entendu l'enregistrement, j'aurais pu les croire. C'est très attentionné, dis-je. Nous avons toujours cru en toi, papa. Tu nous as élevés pour être forts, indépendants. Nous voulions simplement honorer cela. Sarah prit ma main et la serra doucement. La famille est la chose la plus importante au monde. Nous ne voulons jamais que tu doutes de notre amour. Bien sûr, dis-je, la famille est tout. Ils se détendirent visiblement. Sarah sourit,
ce sourire radieux qu'elle réservait habituellement quand elle obtenait ce qu'elle voulait. « Alors, parle-nous de ce Harrison Blackwell, dit-elle. Comment était-il ? » Je leur racontai ma rencontre avec Harrison, en omettant les détails de la surveillance et des enregistrements. Je leur parlais de l'accident, de comment je l'avais tiré du ruisseau, de sa gratitude, avec fierté dans la voix. Bien sûr qu'il voulait te récompenser. C'est comme dans un film, ajouta Sarah, le héros recevant enfin sa juste récompense. Le dîner fut somptueux. Rôtis de choix, vin coûteux, tous mes plats préférés supposés. Il posait des questions sur mes projets, proposait des conseils sur les investissements et les conseillers financiers. Sarah mentionna une œuvre caritative qu'elle soutenait, liée à l'alphabétisation des enfants, et à quel point ce serait formidable si je voulais m'impliquer. La philanthropie est essentielle lorsque l'on a les moyens, dit-elle. C'est une manière de rendre au monde, de faire une différence. Nous pourrions t'aider à monter quelque chose, proposa Michael. Sarah a des contacts dans le monde associatif. Après le dîner, nous passâmes au salon pour le café. C'est alors que Sarah sortit l'album photo. Je feuilletais de vieilles photos, dit-elle, s'asseyant à côté de moi sur le canapé. Regarde celle-ci. C'était le jour du mariage de Michael. Nous sourions tous à l'appareil photo. Nous avions l'air si heureux, murmura-t-elle. La famille, c'est tout, n'est-ce pas? Elle tourna les pages, me montrant des clichés de vacances, anniversaires, remises de diplômes, tous ces moments où nous étions ensemble, quand tout semblait normal. Je sais que nous n'avons pas été aussi proches que nous aurions dû l'être, dit Michael. La vie est occupée, chacun se perd dans ses problèmes, mais au final, nous sommes une famille. Compte. Sarah referma l'album, les larmes aux yeux. J'espère que tu pourras nous pardonner, Walter, de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de nous. Nous voulons faire mieux. Nous voulons redevenir une vraie famille, ajouta Michael. Je posai ma tasse de café et leur souris. Je l'apprécie, vraiment. Alors, tout va bien? Demanda Sarah, pleine d'espoir. Oui, tout va bien, répondis-je. En fait, j'ai quelque chose pour vous. Je mis la main dans la poche de ma veste et en sortis 2 enveloppes, en tendant une à chacun. Qu'est-ce que c'est? Demanda Michael. Ouvrez-les. Sarah déchira la sienne en premier. À l'intérieur, un chèque de banque de 25 000 $. Michael avait exactement la même somme. Papa, c'est pourquoi? Demanda Michael, fixant le chèque. C'est un cadeau, dis-je, de quelqu'un qui comprend ce que c'est de lutter financièrement. Ils me regardèrent confus. Lutter? Dit Sarah. Nous ne luttons pas. Je sortis un dossier que j'avais apporté et le posai sur la table basse. En réalité, vous êtes 43 000 $ endettés sur vos cartes de crédit. 3 mois de retard sur votre prêt immobilier. Les dépenses de Sarah ont augmenté de 30 000 $ par an, tandis que vos revenus sont restés les mêmes. Leurs visages perdirent toute couleur. Comment savez-vous ça? Murmura Michael. De la même manière que je sais ce que vous avez dit il y a 3 jours, en planifiant comment gérer ma réconciliation. De la même manière que je sais que tu as dit à ta femme que j'étais un fardeau trop lourd, parce que tu n'avais pas l'énergie émotionnelle pour tes propres problèmes. La bouche de Sarah s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. Walter, je peux expliquer. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je comprends parfaitement. Vous pensiez que j'étais un échec, un fardeau, quelqu'un dont les problèmes étaient trop gênants pour être gérés. Vous espériez probablement que je disparaisse pour ne plus culpabiliser. Michael se pencha en avant, la voix empreinte de désespoir. « Papa, ce n'est pas juste. Nous t'aimons. »« Non, dis-je doucement. Vous aimez ce que je peux vous donner. Il y a une différence. » Je me levai, boutonnant ma veste. « Les chèques sont à vous. Considérez-les comme paiement pour une leçon précieuse. »« Quelle leçon ?» demanda Sarah, la voix faible. « Que votre père n'est pas stupide, et que parfois le karma prend son temps, mais qu'il finit toujours par frapper. » Michael se leva aussi, la panique dans les yeux. « Papa, attends, ne pars pas comme ça. Nous pouvons arranger les choses. »« Il n'y a rien à arranger, mon fils. Vous avez fait votre choix quand j'avais besoin d'aide. Je fais simplement le mien maintenant. »« Mais nous sommes une famille, dit Sarah,
les larmes coulant sur son visage. La famille pardonne. Je marquai une pause à la porte d'entrée. Tu as raison, la famille pardonne. Mais pardonner ne veut pas dire faire semblant que rien ne s'est passé. Et ça ne veut pas dire que je dois continuer à me mettre en position d'être blessé. Que voulez-vous dire ? Demanda Michael. Je dis au revoir. 6 mois plus tard, j'étais assis sur le porche de ma nouvelle maison, regardant le coucher du soleil sur le lac. Ce n'était pas un manoir comme celui de Harrison, mais c'était le mien. Payé en espèces, sans hypothèque, sans dette, sans personne pour me le prendre. L'héritage avait été finalisé sans contestation. Richard et Amanda Blackwell avaient apparemment décidé qu'il ne valait pas la peine de se battre pour 100 000 $ en frais juridiques. J'avais gardé les entreprises de Harrison en fonctionnement, en embauchant des gens compétents pour gérer ce que je ne comprenais pas moi-même. J'avais entendu par des connaissances communes que Michael et Sarah avaient utilisé les 25 000 $ pour rattraper leurs paiements hypothécaires. Ils avaient aussi découvert, d'une manière ou d'une autre, ma nouvelle adresse. Michael avait appelé 2 fois, laissant des messages vocaux que je n'avais pas rappelés. Sarah avait envoyé une carte à Noël. Je n'avais pas bloqué leur numéro, ni refusé tout contact. Je ne m'engageais tout simplement pas. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le dès la première fois. Maya Angelou l'avait dit, et elle avait raison. La vérité, c'est que je n'étais plus en colère. La colère demandait un investissement émotionnel, et j'avais cessé de l'accorder à ceux qui me considéraient comme un simple moyen d'obtenir quelque chose, plutôt que comme quelqu'un digne d'amour. J'avais fait de nouveau amis dans ma nouvelle ville, des gens qui me connaissaient comme le type ayant hérité d'un peu d'argent d'un inconnu reconnaissant, et non comme un père décevant ou un parent gênant. Ils m'invitaient à des barbecues et des parties de poker, sans rien attendre de moi, sauf ma présence. J'avais aussi commencé à faire du bénévolat dans un refuge local pour vétérans sans abri, aidant des hommes qui me rappelaient moi-même, pas si longtemps auparavant. Des hommes qui avaient tout perdu à cause de circonstances indépendantes de leur volonté, et qui avaient juste besoin que quelqu'un les voie comme des êtres humains dignes de respect et de considération. J'ai compris alors que la vraie richesse ne résidait pas dans l'argent. Elle résidait dans la liberté, choisir avec qui passer son temps, qui aider, qui aimer. C'était ne jamais avoir à compromettre ses valeurs ou à accepter un mauvais traitement parce qu'on avait besoin de quelque chose de quelqu'un. Alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, je pensais à Harrison Blackwell et à cette nuit qui avait changé nos vies à tous les deux. Il fuyait ses problèmes quand je l'avais tiré de ce ruisseau. Mais peut-être, d'une certaine manière, courait-il vers ce moment, vers la chance d'offrir à quelqu'un d'autre la liberté qu'il n'avait jamais su trouver pour lui-même. La photo de Margaret était posée sur la table à côté de ma chaise, et je levai mon verre de vin dans sa direction. On s'en est bien sorti, Maggie. À la photographie. On a élevé un fils qui est devenu exactement ce que sa mère voulait qu'il soit. Ce n'est pas notre faute. L'air du soir était doux et chaud, empli du chant des grillons et du clapotis léger de l'eau contre le rivage. Au loin, une famille faisait un barbecue, leur rire se propageant sur le lac. C'était le son de personnes qui appréciaient vraiment la compagnie des autres, qui choisissaient d'être ensemble plutôt que de se sentir obligés. Le signe d'une vraie famille, celle que l'on crée soi-même et non celle dans laquelle on est.